Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour animer cette table ronde. Je m'appelle Clarisse Ernaud, je suis CMO de Blackwen. Chez Blackwen, on accompagne les institutions financières dans leur stratégie de lutte contre la fraude. Mais ce matin, on va prendre un peu de hauteur, on va ouvrir un peu le scope et parler de la criminalité financière au sens large. Donc pour ça, j'ai invité 3 personnes qui sont des experts de la lutte contre la criminalité financière. Je vous présente Gwenaëlle, François et Steve. Tous les 3, je vais vous laisser une petite minute pour vous présenter. Gwenaëlle, à toi l'honneur. Vérifier. Ça fonctionne là? Vous m'entendez sur celui-là? C'est bon? Bonjour, merci à tous d'être là. Donc, moi, je suis Gwenaëlle da Silva, je suis responsable des relations judiciaires chez Arval depuis 5 ans maintenant. Mais dans toute mon expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion de beaucoup lutter contre la fraude. Donc, c'est surtout sur un partage d'expérience globale qu'on va échanger aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis François Saunier, je suis directeur général de Blackwen. On reviendra sur ce que fait Blackwen plus tard. Et moi, j'ai découvert la fraude ou cet univers de la criminalité financière il y a plus de 15 ans maintenant, en travaillant avec différentes entités de l'État spécialisées dans la lutte contre la criminalité financière. Bonjour, donc moi je suis l'adjudant-chef Lebé. Je viens du service central de renseignement criminel de la gendarmerie à Pontoise. Et je suis spécialisé sur les escroqueries au financement et la fraude à l'identité. Eh bien, merci à tous les 3. Donc, pendant les 30 prochaines minutes, on va voir dans un premier temps les différents visages de la criminalité financière sur ces 3 terrains respectifs, qui sont 3 terrains différents. Et on va voir que la criminalité financière a plusieurs visages. Dans un deuxième temps, on verra les initiatives et les solutions qui sont portées par nos 3 acteurs de ce matin. Et dans un troisième temps, on verra quelque chose qui a pour but de tous nous rassembler autour de la lutte contre la criminalité financière, qui a un enjeu de coopération de l'ensemble des acteurs pour lutter contre la criminalité financière. Donc pour commencer cette table ronde, je vais commencer avec toi, Steve. En tant qu'adjudant-chef de la gendarmerie nationale sur ton terrain, est-ce que tu peux nous dire au quotidien à quoi ressemble la criminalité financière ? Oui, alors effectivement, j'ai vu quand tu me regardais que ça allait être pour moi. J'ai compris que excusez-moi, juste, j'ai un écho. C'est plus clair comme ça ou comme ça? Un peu plus haut, comme ça. Donc la criminalité, effectivement, à mon niveau, je pourrais la déterminer déjà de 2 manières, externe et interne. Dans ce que je peux voir au quotidien depuis plusieurs années, on peut déterminer effectivement que vous êtes tous organismes bancaires attaqués de par l'extérieur, c'est-à-dire vous en tant qu'entité, mais également en interne par de plus en plus de personnes qui s'introduisent chez vous, qui se font embaucher pour accéder à vos données. Soit accéder à vos données, les données de clients, les données, je sais que les dernières tendances en ce moment, ce qui fuite sur les réseaux, sur le darknet, c'est par exemple la recherche d'accès aux comptes dormants que vous avez tous. Donc là, il y a des solutions qui sont en train d'être cherchées sur le darknet à ce sujet-là. Et effectivement, quelque chose dont je parle à chaque fois, c'est la complicité interne. Les Américains ont déjà admis depuis plusieurs années que la corruption existait. En France, on est un petit peu réticent à l'accepter. Et pour autant, toutes les failles dont parlaient les précédents intervenants, les failles sont identifiées, mais les failles ne se trouvent pas sur le darknet ni en source ouverte. Donc à part être informé par quelqu'un qui travaille chez vous, il n'y a pas d'autre solution. Et pour autant, ça se multiplie. Chaque année, des gens se font interpeller, que ce soit dans les préfectures, dans les banques. Et donc, moi, je vois directement l'impact des failles qui sont exploitées, utilisées par tous ces réseaux. Alors après, utiliser, ça peut être parfois juste il peut y avoir des signaux faibles. Il peut y avoir simplement des ouvertures de compte. Donc, c'est quelque chose qu'on va évoquer. Ça va être la continuité ça va être dans le prolongement des précédents intervenants qui ont beaucoup parlé de la fraude à l'identité, de la confiance du client. Donc effectivement, on constate, nous, qu'il y a toujours du faux. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est ce qui m'intéresse. Je ne peux pas tout voir, mais dans mon cas, il y a toujours du faux nécessairement. Et un cas très simple, c'est les ouvertures de comptes à l'aide de faux documents, de faux bulletins de salaire en particulier, qui vont permettre à l'escroc d'avoir un découvert autorisé entre 2 et 3 000 euros. À votre niveau, c'est peut-être à la marge, sauf que dans les réseaux, ils ouvrent 200, 300, 400 comptes bancaires comme ça pendant quelques mois. Et tous ces découverts autorisés leur permettent de générer du cash, des virements qui vont être utilisés pour commettre d'autres infractions auprès d'autres organismes.
Donc ça, c'est des choses qui souvent passent sous les radars et que forcément vous détectez pas tout de suite. Vous ne faites pas les liens entre les dossiers. Bref, je sais que ça passe. Donc je vois que tu me mets la pression. Ok, c'est bon. Ça veut dire c'est stop. Ok. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Steve. C'est une ouverture très intéressante. Et du coup, pour compléter un petit peu, Gwenaëlle, de ton côté, la criminalité financière, quel visage tu lui donnerais ? Je vais rejoindre, je pense un peu comme tout le monde, et ce qui a été dit précédemment, qui sera sûrement dit sur une longue partie de la journée. Il y a la fraude externe et la fraude interne. Voilà. La fraude documentaire, qui est, une des premières principales cas de fraude qu'on peut rencontrer dans notre métier. Mais après, je vais aussi dire qu'il n'y a pas de visage type, en fait, puisque les fraudeurs font des scénarios par rapport au public ou à la société qu'ils veulent toucher. Donc c'est toujours en perpétuelle innovation. Donc là où on va se former de plus en plus sur de la fraude documentaire et qui, je pense, au niveau de toutes les sociétés, toutes les entreprises, on est touché, que ce soit public et privé. Et finalement, comme il n'y a pas de visage type, on va se faire une catégorie de criminalité financière ou de type de fraude, mais qui sont en perpétuel mouvement. Donc qu'on soit petite PME ou grosse société, finalement on est touchés tous pareil, alors à des niveaux plus ou moins importants. Et ce qui est important de se dire dans la criminalité, que ce soit financière, c'est que finalement, le fraudeur en lui-même, il ne va pas chez une personne, il va aller chez tous les loueurs, toutes les banques, toutes les institutions, et tant que ça marche, il y va. Donc je te rejoins complètement, Steve, sur le fait aussi qu'il faut être très vigilant en interne, puisqu'on peut avoir des fraudeurs qui viennent en interne chez nous pour apprendre le métier, apprendre nos process, et pourquoi pas après aller les divulguer à l'externe. Voilà, donc il y a cette notion-là qui est importante aussi, je pense. Ok, merci, c'est super intéressant. François, est-ce que tu veux rajouter quelque chose un peu sur le volet technologique ? Sur le volet technologique, qui est censé être mon sujet, c'est ça ? Non, sur ce qu'on voit, effectivement, il y a beaucoup de changements dans les techniques de fraude. Il y a toujours un faux à un moment dans une escroquerie. Ça va être un faux document, quelle que soit la nature de document, que ce soit une carte d'identité, que ce soit un bulletin de salaire, etc. Donc il y a toujours une production de faux, il y a toujours une manipulation, ou de plus en plus de manipulation, et c'est peut-être aussi la grosse tendance actuelle. On est sur des fraudes qui sont plus complexes, plus fines à détecter. Il y a toujours des tentatives de masse, évidemment, sur des choses relativement simples, mais il y a beaucoup plus de manipulation de l'usager, manipulation d'entreprise, de la recherche, plus de complexité dans la recherche d'informations pour aller commettre ces fraudes-là. Et ce que l'on retrouve par ailleurs dans les analyses qu'on peut faire, c'est que la fraude, elle n'est pas effectivement que externe, il y a aussi la complicité. Donc il y a la complicité interne dont tu as parlé, qui est un sujet rarement abordé sur la thématique de la fraude, donc qui est important. Il faut être vigilant à ces processus, aux processus internes qu'on met en place en termes de contrôle, mais aussi la fraude avec les partenaires. En fait, il y a de plus en plus un tiers qui vient s'insérer dans la fraude. C'est pas juste un fraudeur et l'institution financière, mais à un moment dans la boucle, il y a quelque chose, il y a un loupé, il y a un trou, une faille dont les fraudeurs vont s'emparer pour aller exercer de la pression sur un vendeur dans un point de vente pour obtenir plus d'informations ou faciliter le passage de certains dossiers. Et ça, on le retrouve. On voit cette dynamique-là de plus en plus dans les typologies de fraude que l'on traite et que l'on découvre. Moi, je rebondis quand même sur un cas concret. Quand je parlais de corruption tout à l'heure, c'était il y a à peu près 2 ans maintenant. J'avais un grand groupe bancaire qui m'a téléphoné le lundi en me disant jeudi et vendredi dernier à 18h à la sortie du siège, on a 4 employés qui ont été démarchés par le même individu. Et cette personne-là, individuellement, a proposé à chacun des employés, il lui a dit directement, il a entamé la conversation, il a dit « Moi, je suis dans le commerce des voitures, j'ai déjà des complicités dans les concessions, mais j'ai besoin de complicité dans les banques. » Et en disant ça, il a dit « Voilà, moi derrière, je veux augmenter le débit de production, donc je vous propose 20 000 € pour passer 3 dossiers. » Et quand les personnes refusaient, ils proposaient 6 000 € pour passer un dossier. Et ça, c'était il y a 2 ans. Donc c'est juste pour vous montrer ce qui se passe à l'extérieur et les besoins qu'ont les délinquants à l'extérieur. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est très intéressant de voir cet aperçu des visages de criminalité financière. Dans cette deuxième partie, on va mettre en lumière un petit peu ce que vous faites au quotidien, les initiatives et les solutions que vous avez pour lutter contre la criminalité financière. Quand on a préparé cette table ronde, Gwenaëlle, tu m'as parlé de l'importance de la sensibilisation des citoyens et de la formation
des collaborateurs à la lutte contre la fraude. J'ai l'impression que ça résonne pas mal avec ce que vous avez dit. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui. Par tous les métiers où je suis passée, voilà, j'ai été aussi en banque de réseau pendant de très longues années. Et je pense que ce qui est important, c'est la formation continue des collaborateurs et leur sensibilisation. Parce qu'en fait, on a tendance à remarquer, quand on parle de fraude, de lutte anti-fraude, qu'on reste vraiment siloté dans des métiers qui vont être les contrôles, la compliance, le risque, éventuellement le recouvrement. Et puis que les collaborateurs, je prends le commerce en général, a cette notion de fraude, mais ne l'a pas forcément concrètement dans son métier. Finalement, pour eux, ce qui compte, c'est la signature client et ce qui est important puisque c'est leur métier. Mais derrière, ce qui se passe dans la vie du contrat ou comment le contrat est arrivé chez nous, c'est compliqué. Donc moi, je parle beaucoup, je communique beaucoup et j'ai toujours communiqué à tous les collaborateurs pour leur donner des exemples concrets de ce qui se passe en prenant des expériences antérieures ou actuelles ou quand on échange aussi avec Steve sur des données qui peuvent me donner, bien entendu. Hein. Toujours attention dans le respect RGPD et CNIL, je tiens à le préciser. Voilà, mais le but, c'est de toujours de former, de sensibiliser, et on continue. Parce que c'est pas parce qu'on fait une conférence par an et on fait une formation ou un module fraude à nos collaborateurs qu'il faut que ça s'arrête là. Puisqu'en fait, comme les fraudeurs sont en perpétuelle évolution, et bien en fait, il faut faire des mises à jour continuelles. Parce que je prends toujours l'image de ce train où les fraudeurs sont dans la locomotive et nous, si on a de la chance, on est dans les derniers wagons. Mais en fait, si on ne fait pas de la fraude continue ou si on n'en parle pas, eh ben, on restera toujours à la traîne et puis on n'arrivera plus à se mettre à jour. Et même si on étudie des schémas qui peuvent être obsolètes quand on les étudie, finalement, on sera carrément l'ancienne génération, si je peux le vulgariser comme ça. Et puis je pense aussi que le fait de sensibiliser les collaborateurs, derrière, ça a un impact aussi sur leur vie personnelle. Parce que la fraude, on en parle aujourd'hui dans la sphère professionnelle, mais elle a aussi lieu dans la sphère privée, comme là les collaborateurs qui se font interpeller par le fraudeur du coup sur leur domaine privé en sortant du travail. Mais plus on sensibilise les collaborateurs, plus ça fait un effet boule de neige dans leur vie privée et ça permet aussi peut-être de les sensibiliser sur une autre typologie de fraude qu'ils pourraient rencontrer dans leur métier futur ou tout simplement dans leur vie personnelle. Donc c'est important de communiquer. Enfin, pour moi, c'est la base. Ok, très bien. C'est ce qu'on est aussi un peu en train de faire ce matin, donc très bien. Toi, Steve, de ton côté, tu m'avais parlé de l'enjeu du renseignement criminel pour vous permettre d'arrêter plus rapidement les fraudeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, donc en fait, nous, dans mon service, la méthode de travail, c'est une méthode anglo-saxonne qui existe depuis à peu près 20 ans, qu'on a repris maintenant il y a 4 ans. Jusqu'à présent, en France, les forces de l'ordre travaillaient à partir du moment où il y avait un dépôt de plainte. Donc bien souvent, quand la plainte est déposée, les faits sont déjà anciens et il n'y a pas forcément de recoupement au niveau national, ou du moins pas à chaque fois, ce qui empêche de lier les dossiers et de détecter un phénomène qui serait d'ampleur nationale, voire européenne. Donc le renseignement criminel, c'est de détecter des phénomènes très tôt, le plus tôt possible, et de trouver les parades, les remédiations, et de mettre un frein à cette fraude le plus tôt possible. Donc là, je pourrais vous donner un exemple, voilà, ça concerne, mais c'est parlant, ça ne va pas vous concerner directement, mais ça va concerner l'État. C'était par rapport au bonus écologique. C'était l'année dernière, on m'avait contacté sur des bus électriques qu'une société ne pouvait pas immatriculer. Et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que des escrocs immatriculaient des bus qu'ils ne détenaient pas, juste pour avoir des cartes grises et pour obtenir 30 000 € de bonus écologique par bus. Donc à ce titre-là, il y a à peu près, je crois que c'était de mémoire, 4,5 millions d'euros qui ont été versés indûment en 2 mois. Mais en détectant ça rapidement, on a pu stopper l'hémorragie et éviter le versement de 12 millions d'euros dans les mois qui ont suivi. Donc si on n'avait pas travaillé comme ça, il se serait passé des années, des versements auraient été effectués pendant des mois et ça aurait impacté les finances de tout le monde. Donc c'est des choses qu'on retrouve effectivement au quotidien. Plus on détecte les phénomènes tôt, plus tôt on peut les endiguer. Donc c'est comme ça qu'on travaille. On avait également fait aussi avec une banque en ligne qui avait un système qui était un peu dans une niche, qui proposait une solution un peu particulière et une solution qu'on retrouvait régulièrement dans les escroqueries, notamment les escroqueries sur Internet. En prenant contact avec eux, on a pu faire stopper les retraits dans certains pays et ça a eu un rebond de la délinquance en métropole et on a pu arrêter beaucoup plus de gens et éviter que les procédures soient classées
parce que les faits se passent à l'étranger. Donc ça fait partie de ces quelques exemples, mais on a tout intérêt effectivement à trouver ça tôt et au niveau national, mettre un stop avec les partenaires. Ok, merci, c'est super intéressant. De ton côté, François, avec BlackOne, depuis pas mal d'années, je sais qu'on équipe les institutions financières dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu au quotidien de ce que tu fais pour œuvrer sur ça? Ça reprend certains éléments qui ont été déjà dits sur la formation, la sensibilisation. C'est un truc la sensibilisation, formation, c'est des choses qui me tiennent à cœur et je suis toujours ultra content d'aller parler des sujets de criminalité financière, pas forcément que de ma propre personne et de BlackOne. Je pense que c'est hyper important que les gens se rendent compte de ce que la criminalité financière a comme impact sur notre société. Fraudland, comme disent les Américains, c'est le 6e PIB mondial, quoi. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une fraude qui est passée, c'est pas juste une perte financière pour un établissement financier, c'est pas juste une perte financière pour l'État, c'est de l'argent qui est réinjecté dans la criminalité financière, parce que derrière l'escroquerie, cet argent-là, il va être blanchi. Le blanchiment, il va servir à des gens qui vont réutiliser cet argent pour acheter des armes, faire du trafic de stupes, trafic de personnes, etc. Donc ça, c'est hyper important. Un autre point qui est important, on a lancé une initiative il y a presque 3 ans maintenant avec la création du Fraud Scoring Lab, qui est un espace d'échange plutôt confidentiel, mais qui concerne les responsables risques, responsables fraude des institutions financières, pour leur permettre d'échanger entre eux, déjà de se connaître, parce que j'avais fait le constat à l'époque que les acteurs ne se connaissaient pas forcément entre eux dans les institutions financières. Donc leur permettre de savoir qui sont leurs homologues dans les autres institutions, avoir cette opportunité d'échanger, de pouvoir démarrer avec beaucoup d'humilité de la coopération, au moins se rendre compte que ponctuellement on se retrouve sur des cas similaires ou des cas de criminalité organisée qu'il ne faut pas sous-estimer. L'étape d'après, c'est de permettre au secteur, aux entités du secteur privé de aussi se rendre compte que le secteur public est un acteur qui doit être inclus dans l'ensemble des discussions et pas juste au moment du dépôt de la plainte, parce que c'est une partie de tes sujets, mais ça c'est la fin et c'est déjà tard en fait. Quand il y a un dépôt de plainte, le financement il a eu lieu il y a très longtemps, comme tu le soulignais, donc du coup c'est être beaucoup plus proactif et échanger beaucoup plus régulièrement avec les différents services de l'État sur les différents signaux qui sont identifiés pour effectivement intercepter au plus tôt et empêcher en fait que des fraudes soient commises. On va peut-être pas aller jusqu'à la Predpol comme sont en train de les monter les Anglais qui reprennent une idée des Américains qui date de 2015, mais à minima favoriser ce partage de renseignements humains qui est déjà une première étape, se connaître, travailler ensemble. Et puis, un cran plus loin, favoriser le renseignement technique ou technologique avec du partage d'informations un peu plus structuré, toujours dans un cadre réglementaire, en respectant le cadre réglementaire. Il existe, on ne va pas le changer du jour au lendemain. On aura toujours la CNIL, on a toujours la CPR, on aura toujours tout un tas de réglementations. Mais c'est réfléchir ensemble à quels sont les éléments que l'on peut mettre, qui ne sont peut-être pas suffisamment satisfaisants, mais les petites étapes qu'on va pouvoir mettre au fur et à mesure pour permettre d'aller un cran plus loin. Moi, je rebondis là-dessus. Effectivement, on voit bien que de toute manière, les fraudeurs utilisent votre inertie générale. C'est-à-dire que vous êtes tous cloisonnés, vous travaillez chacun dans votre coin, vous hésitez à communiquer parce que communiquer avec l'autre, c'est un peu se dévoiler. Il y a moyen d'échanger. Moi, je le fais depuis 4 ans maintenant. J'échange avec à peu près 25 partenaires. La plupart sont des banques ou des organismes de financement, organismes de crédit compris. On peut faire des choses quand même tout en respectant les lois et les règlements. Et on avance beaucoup mieux. Mais rester dans son coin tout seul en croyant que ça va avancer, c'est une grosse erreur. Et je crois que c'était en 2021, j'avais participé au séminaire de l'Alpha, qui est l'agence de lutte contre la fraude aux assurances. Donc c'est un milieu quand même qui est assez historiquement assez fermé et cloisonné, où les personnes n'échangent pas forcément entre elles. Et pour autant, il y avait des intervenants devant tous les adhérents, des intervenants de plusieurs pays étrangers.
Et la conclusion du président, en clôture de la journée, c'était échanger entre vous, trouver des partenaires à l'extérieur de votre entité. Donc le maître mot, c'était vraiment l'échange. Certaines administrations, certains secteurs sont encore réticents et ont encore du retard dans le domaine, alors que pour autant, à l'extérieur, je peux vous dire que les escrocs et les fraudeurs, ils n'ont pas attendu. Et le bouche à oreille fonctionne très très vite. Je n'ai pas trop de temps pour donner des exemples, mais je vais donner juste un exemple. Parce que comme ça, sur la fraude à l'identité, juste pour dire que ça va très vite. Il y a à peu près un an et demi, il y avait deux organismes avec lesquels je travaillais. On commençait à vérifier, à contacter les états civils des mairies pour s'assurer que la personne qui demandait un crédit était bien née dans cette ville-là. Donc là, on voyait des gens qui étaient nés à Paris, qui étaient nés à Montpellier, etc. Il a fallu à peu près 3 semaines pour que je voie remonter les premières fausses CNI avec des lieux de naissance, Bruxelles, Madrid, Rabat, Stockholm. Ça a 3 semaines, juste chez 2 organismes. Les autres ne le faisaient pas. Donc ça va très très vite et les échanges à l'extérieur sont ultra rapides en comparaison de ce qui se passe chez vous. Eh ben, merci beaucoup à tous les 3. Donc, dans les initiatives et solutions portées pour lutter contre la criminalité financière, vous avez parlé de ce que vous faites sur le terrain et vous avez déjà ouvert le sujet et l'importance de la coopération, du trait d'union à mettre entre chacun de vous, de nous. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin sur ce sujet de la coopération. Pourquoi est-ce que c'est si essentiel et pourquoi est-ce que on trouve qu'il y a encore des embûches à nous permettre de coopérer facilement entre nous. Donc voilà, Steve, je vais reprendre avec toi cette conversation parce que je sais que c'est un sujet qui est très important pour toi. Voilà. Moi, c'est là, effectivement, dans mon travail, c'est la base de mon travail. Je sais que j'ai des collègues qui vont travailler, qui vont avoir du renseignement, qui vont aller chercher le renseignement avec les outils propres à nos services, gendarmerie, police, etc. Et moi, dans mon travail, je ne travaille qu'avec des partenaires privés. Tout le renseignement que j'ai, toutes les informations que j'obtiens, je les obtiens des partenaires privés. Et effectivement, pour moi, il y a 2 choses. C'est la première chose, en interne, quand vous détectez des premières failles, des premières escroqueries, être informé à mon niveau ou à un niveau, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais que les forces de l'ordre soient informées, ça permet de trouver une remédiation rapide, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et dans un deuxième temps, effectivement, l'échange circularisé permet à un moment donné peut-être à un organisme de dire tiens, moi je suis victime de ça, en conservant tout ce qu'on peut de... Évidemment, on ne va pas dire tiens, Crédit Agricole ou je ne sais pas qui m'a dit que, mais de savoir que ça se passe, ou que telle société, telle identité circule, ou tel réseau criminel est actif, ça va permettre aux autres d'éviter la fraude. Mais à charge de revanche, la fois suivante, dans le réseau, c'est peut-être un autre organisme qui va remonter une fraude, qui va bénéficier aux autres. Et en étant tous cohérents, moi au quotidien, avec ce petit jeu-là, j'évite aux organismes de financer, de subir des pertes financières. Parfois, si j'ai une société qui est en train de tenter chez l'un, quand je suis au courant ou que je la détecte, je préviens tous mes partenaires et eux, comme ça, la plupart du temps, on a dit tout à l'heure, quand ils rentrent en contact avec un, ils rentrent en contact avec tout le monde en même temps. Donc moi, je le vois, quand j'interroge mes contacts pour demander s'ils ont été tamponnés par cette société-là, tout le monde me répond que oui. Certains ont financé, certains non. Mais plus on est réactif, plus on permet à certaines sociétés de dire tiens, j'ai le dossier en cours, je le stoppe. Ok, merci beaucoup. Et de ton côté, Gwenaëlle, sur la coopération, qu'est-ce que tu attendrais pour les prochaines années ? En fait, il faut faire évoluer les cadres réglementaires parce que je pense que c'est ce qui nous bloque aujourd'hui. Hein. On en est tous là où on doit respecter RGPD, comme on disait, la CNIL, pouvoir transmettre des données sans se mettre, nous, en non-conformité de ce qu'on peut communiquer. Et moi, quand j'ai démarré dans le milieu du leasing, leasing en général, ce qui m'a aussi interpellée, c'est la collaboration avec les forces de l'ordre, puisqu'elle était existante, mais pour moi, pas assez développée. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est Interpol. Interpol, aujourd'hui, ne parle pas de vol de voiture, parle de criminalité liée au vol de véhicules. Donc c'est vrai qu'on est dans une mesure beaucoup plus importante. Et finalement, là, je parle de leasing, mais ça pourrait être très bien de la criminalité financière que rencontre Interpol dans ses recherches sur ces institutions.
Donc la coopération, elle est importante entre nous, mais elle est aussi importante, bon bah là tu es là en représentant gendarmerie Steve, mais voilà avec toutes les forces de l'ordre, hein, que ce soit police, gendarmerie, la lutte contre le crime organisé, puisque une petite fraude à notre niveau, dont on va prendre connaissance et qui pour nous on a pu l'éviter et tant mieux, mais en fait si on n'arrive pas à la communiquer à des services de police ou gendarmerie, ben, on ne leur alimente pas leur base de données, parce que nous on va avoir Monsieur Dupont qui va faire une fraude, mais si on transmet l'information à des forces de l'ordre, ben, ils vont s'apercevoir que Monsieur Dupont il a plusieurs identités, il a tenté dans plusieurs sociétés, dans plusieurs banques, dans petites institutions, et derrière on va remonter quelque chose qui sera carrément une bande organisée et on aura mis un petit peu notre pierre à l'édifice pour lutter contre la fraude. Donc je pense qu'il est important dans la coopération, c'est de réussir à faire bouger les choses, mais on ne pourra pas le faire tout seul. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse front commun sur certaines choses, et je ne dis pas que ça va être facile, hein. Je pense que ça va prendre des années à faire bouger ça, on en est conscient. Mais c'est lors d'événements comme ça où on peut partager ou sensibiliser d'autres personnes sur ce qu'on peut faire comme bonne pratique que ça va fonctionner. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Et de ton côté, François, tu as évoqué le Fraud Scoring Lab. Et en tant que fournisseur de solutions technologiques, est-ce que tu as quelques éléments à nous partager là-dessus? Alors, peut-être mettre un point plus que sur la dimension technologique, sur ma conviction profonde. Ce sujet de criminalité financière, en fait, c'est pas juste, encore une fois, je vais repasser le message, il vaut mieux le repasser 2 fois dans la conférence, plutôt qu'une, mais c'est pas juste de l'argent qu'on perd, c'est de l'argent qui va financer des activités illicites et qui sont pas bien pour la société, en fait. Donc c'est quand l'État se fait attaquer, parce qu'il n'y a pas que les institutions bancaires, quand l'État se fait attaquer sur des schémas de fraude, comme tu l'avais évoqué avec les crédits carbone sur les bus, c'est votre argent à vous en fait qui est volé, quoi. C'est l'argent de nos impôts. Quand l'institution financière se fait voler de l'argent, évidemment elle subit une perte financière, mais cette perte, elle va se répercuter sur les usagers, parce que les usagers vont payer plus cher leurs services, parce que les banques se font un peu plus attaquer, etc. Donc c'est hyper important d'avoir ça en tête. Un phénomène de société assez fort, qui est en plus en train de grossir, se démocratiser. On a parlé de criminalité organisée, mais il n'y a pas que la criminalité organisée non plus. Il y a aussi monsieur ou madame tout le monde qui va considérer qu'elle n'est pas en train de commettre un crime ou une infraction, mais va utiliser des bons plans qui ont été véhiculés sur TikTok et compagnie. Donc ça, c'est hyper important. Cette coopération, elle est plus que nécessaire, parce que si les acteurs ne s'alignent pas ensemble sur leurs pratiques, sur les enjeux et sur ce qu'ils doivent mettre en place, en fait, il y aura toujours une faille, et puis ça sera toujours le jeu de passe pour dire bah, moi je suis bien protégé, jusqu'au moment où l'autre acteur qui était moins bien protégé va trouver la solution qu'il ne partagera surtout pas avec l'autre, et puis ça va recirculer, l'autre va mettre en place, ça va être l'autre qui va se refaire piéger, etc. Donc il vaut mieux avancer de manière progressive et faire en sorte que l'ensemble des acteurs élèvent le niveau de sécurité sur l'ensemble des institutions financières, à minima si on pouvait le faire sur la France, sans même parler de l'Europe et du reste du monde. Ça serait déjà une première étape accomplie, ultra importante. Donc ça passe nécessairement par ce travail un peu d'influence, si on peut dire, pour essayer d'amener le législateur à repenser son approche sur les restrictions qu'il met en place et quel est l'impact sur la société. Et puis aussi participer à des différentes sessions de travail sur le partage des pratiques, ne pas avoir peur non plus de partager ces peines et douleurs, parce que ça va servir à d'autres, et ça permet aussi à certains de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls et que tous ont fait face aux mêmes difficultés. Eh bien, merci à tous les trois pour cette conversation. C'était extrêmement intéressant. Si vous avez des questions, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de prendre les questions ici, mais n'hésitez pas à venir nous rencontrer toute la journée au Bank Tech Day. Et merci à tous pour votre attention.